Le livre des martyrs, ou Malazan Book of the Fallen en version originale anglaise, est une décalogie écrite par l'archéologue et anthropologue canadien Steven Erikson. Bien que réputée dans les pays anglo-saxons, c'est une série qui peine à faire sa place sur les bibliothèques francophones, ayant déjà été éditée par 2 fois de façon incomplète en français sans trouver son public. Et l'une des raisons de la timidité des lecteurs peut sans doute s'expliquer par le fait que Erikson nous introduit à son œuvre via ce qui est considéré par beaucoup comme l'un des tomes d'introduction les plus hermétiques et complexes, Les Jardins de la Lune. Hermétique et complexe peut-être, mais seulement en apparence alors. Car ce que fait Erikson, c'est se saisir des attentes du lecteur de fantasy. Les personnages archétypaux, les thèmes du combat du bien contre le mal, l'élu, le mentor, les artefacts magiques en tout genre, les seigneurs des ténèbres, et la structure en 3 actes. Tous ces éléments que des années de consommation de fiction nous ont fait accepter comme les particules élémentaires d'une histoire, Erikson s'en fout en fait, il les balaie d'un revers de la main, te pose dans son univers et te dit « Go ». Cette démarche, il explique très bien dans la préface, avant même que tu aies lu la première ligne du prologue. The need to push, defy the convention, go for the throat. Donc dans cette vidéo, je vais parler de 3 éléments des Jardins de la Lune qui vont à l'encontre des attentes du lecteur. Ceci n'est pas une liste exhaustive, Erikson fait ça tout au long du récit, il reste dans sa démarche, mais je pense que ce sont les exemples les plus flagrants. Ah, et je vais spoiler les Jardins de la Lune, donc si vous n'avez pas encore lu les Jardins de la Lune, cassez-vous. La structure classique de la plupart des histoires que nous aimons tant suit une courbe avec laquelle on est tous plus ou moins familiers. Une structure en 3 actes, au cours de laquelle la tension dramatique commence relativement bas et augmente au fur et à mesure jusqu'à atteindre le climax final. En fantasy, c'est souvent représenté par l'escalade de l'échelle des conflits. Exemple. Bilbo est un hobbit qui vit dans le placard sous l'escalier. Il découvre un œuf de dragon. Il va donc devoir quitter sa planète natale, surmonter les obstacles et les péripéties, perdre son mentor et enfin faire face à Thanos et toute son armée. Erikson, lui, commence son histoire in medias res. C'est-à-dire qu'il nous place au milieu d'une action en cours, et cette action en cours est sans doute une des scènes de bataille les plus gargantuesques de toute la série. Le siège de Pal. Pal est l'une des 2 dernières villes libres du continent de Genabakis, et fait face à l'Empire malazéen dans un siège qui s'enlise depuis maintenant 3 ans. On entre dans l'histoire alors que le statu quo est brisé, par un déchaînement de magie tellement intense que 9000 soldats se font désintégrer en quelques secondes. C'est dans le chaos du conflit que Erikson nous présente ses personnages et les concepts de son univers. Si on reprend la structure en 3 actes, en gros, le siège de Pal, c'est comme placer la bataille du gouffre de Helm dans les 10 premières minutes de la communauté de l'anneau. Le conflit à grande échelle ne termine pas l'histoire, mais la débute. Et la scène d'exposition qu'on attend tous n'arrive jamais. Tout simplement parce que rien ne justifie qu'en plein milieu d'une bataille, des soldats s'arrêtent pour expliquer les enjeux, leur motivation et le fonctionnement de la magie. Cette information est plutôt distillée au compte-gouttes tout au long du récit. Et donc en tant que lecteur, on est perdu. Mais c'est précisément ce que Erikson souhaite en fait. Avec cette introduction, il nous fait savoir que vouloir comprendre tout de suite est vain, et qu'il vaut mieux se laisser porter par l'action en cours. Et donc, si on résume un peu la courbe de l'histoire des Jardins de la Lune, on obtient quelque chose comme le siège de Pal au début, les péripéties de Crocus, Lorn, Paran, etc. avant d'arriver à la libération de Rhysd à la fin. Le deuxième point abordé se concentre sur la façon dont Erikson joue avec notre boussole morale. J'ai mentionné que le siège de Pal dure depuis déjà 3 ans au début du livre, et bien ce statu quo il est maintenu par la présence d'une forteresse volante au-dessus de la ville. Cette forteresse s'appelle Lune de Sang et est dirigée par son seigneur noir, Anomander Rake. La première description de Rake nous est faite par les Malazéens, les assiégeants. C'est un Tistendi, une race antique issue des ténèbres, et Rake lui-même est le fils de Mère Ténèbres. Il a la peau noire comme l'onyx, une crinière argentée, et possède des titres tels que le Seigneur de Lune de Sang, le Fils de Ténèbres ou encore Chevalier des Ténèbres. Il est perché au sommet de Lune de Sang et fait face seul à l'intégralité de l'armée malazéenne. Les descriptions, la mise en scène, le contexte même de la bataille nous évoquent directement le cliché de fantasy classique du Seigneur des Ténèbres. Le méchant, oui c'est le méchant, il s'habille tout en noir, c'est un méchant. Et face à ce seigneur noir, l'Empire malazéen. De simples mortels comme vous et moi, chez qui Erikson nous place dès le début du livre et auquel on est censé s'identifier. On est donc naturellement du côté des gentils. Non ? Mais au fur et à mesure que l'intensité de la bataille retombe, et qu'on a l'occasion de réfléchir à ce qu'on a lu,
Eh bien on se rend compte qu'ici Reik n'envahit pas Minas Tirith. Il défend une cité-état libre face à un empire étranger qui, comme tous les empires, a comme but d'absorber en son sein ce qui est autre. Et une fois la bataille remportée par l'empire, le commandement impérial autorise les Morantes, un peuple rival de la ville de Pell, à exercer une heure de massacre au sein de la cité conquise. C'était la condition posée par les Morantes pour s'allier avec l'empire, en représailles à des conflits commerciaux entre les deux peuples. Par la suite, Reik est humanisé tout au long du récit. Il respecte les personnages mortels avec qui il interagit et les traite comme des égaux. Lui, un ascendant plurimillénaire qui a vu naître et s'éteindre des centaines de civilisations. Quant à l'Empire malazéen, son côté implacable atteint son paroxysme à la toute fin du livre, lorsque l'adjointe Lorne permet la libération de Reist, un tyran Jagut. Et cela dans l'espoir que sa confrontation avec Reik affaiblira assez ce dernier pour que l'Empire puisse l'achever. En nous posant face à ces enjeux dès le premier tome de sa série, Erikson nous prévient d'emblée que rien ne sera aussi simple que bien et mal, lumière et ténèbres, et que son but est de questionner notre propre sens moral via les personnages et les thèmes qui y sont présentés. Enfin, dans cette dernière partie, on va discuter de la notion de personnage principal à travers Ganos Paran et son épée Chance. Donc en fantasy, on aime bien avoir un personnage principal, jeune, naïf et incapable au début, auquel on peut s'identifier facilement, mais qui va évoluer tout au long de l'histoire pour devenir le héros dont on a tous besoin. Et Erikson nous présente tous les ingrédients pour ça au début de son histoire. On rencontre Ganos Paran, fils aîné de la maison noble Paran, et dont le but n'est pas de reprendre le commerce de sa famille, mais bien de devenir soldat et de rejoindre l'armée malazéenne. Après une ellipse de plusieurs années, on le retrouve catapulté au rang de capitaine de par son ascendance noble, et armé d'une épée qui n'a encore jamais servi. À la suite du siège de Pall, il est affecté comme capitaine à l'escouade des brûleurs de pont. Mais voilà, il se fait assassiner par l'un des membres de son escouade, et une fois arrivé devant les portes de Ghoul, se fait ressusciter par le dieu de la chance Opon. Et ce afin de leur servir d'outil dans le conflit à venir. Par la suite, et grâce à son épée nommée Chance, qui est maintenant devenue un instrument d'Opon, il blesse un molosse d'ombre et bénéficie littéralement de ce qu'on appelle une armure en scénarium, lorsque Chance et son armure dévient 5 lances lancées simultanément alors qu'il est attaqué par une tribu Rivi. Avec tout ça, on a déjà pas mal d'ingrédients pour la recette du perso principal classique. Naïf et ambitieux, un peu incapable, épée magique, béni par les dieux, mort et puis ressuscité. Et enfin l'armure en scénarium. Sauf que Paran va rejeter tout ça en bloc. Il va rejeter les dieux jumeaux et même manquer de causer la mort du frère et va tenter à plusieurs reprises d'abandonner Chance avant de la laisser finalement à Cotillon. À contre-pied des autres personnages élus par des dieux ou des prophéties, Paran refuse toute perte d'agentivité qui découle forcément de l'instrumentalisation par une force supérieure telle qu'un dieu. C'est sans doute son trait de caractère le plus important. Et même si ça veut dire envoyer voler son épée magique comme un vieux sabre laser et abandonner sa plot armor. Erikson désire s'écarter de ce cliché de l'élu sur qui tout repose et qui est la solution à tous les enjeux de l'histoire car cela n'est juste pas cohérent. Car dans la réalité, les événements importants de grande échelle ne sont pas réalisés par une unique personne, mais par une multitude d'acteurs, tous avec leur propre motivation qui agissent simultanément, parfois pas dans la même direction. Et vu l'échelle du récit de Malazan, la notion de personnage principal n'est juste pas pertinente. Dans son ensemble, Les Jardins de la Lune, c'est une aventure véritablement unique. Et même au sein des 10 tomes de Malazan, je veux dire. Both Cam and I were railing against the tropes of the conventions of epic fantasy anyways. Dans l'immensité de cet univers, on est à la fois perdu et dépaysé. On est révolté par le choix de certains personnages, auxquels pourtant on s'attache. On rigole à des situations burlesques, et on ressent un désespoir profond lors d'événements terribles. Donc, si vous avez bien lu Les Jardins de la Lune et que vous vous sentez perdu, juste abandonnez vos attentes. N'essayez pas de faire rentrer Malazan dans une vision préconçue, dans des petites cases de ce qui est censé être un récit de fantasy. Subversion is one of the thematic driving forces of that novel. I guess yes, absolutely. Il faut accepter l'inattendu et accepter qu'on va pas tout comprendre tout de suite. Lancez-vous dans les portes de la maison des morts. Vous serez catapulté sur un tout autre continent et rencontrerez un tout nouveau cast de personnages. Décidément, encore quelque chose d'inattendu pour un tome 2. Vous débarquerez sur le continent des 7 cités à l'aube d'une insurrection et vous vous joindrez à la chaîne des chiens.